On entend souvent qu'il faut au moins 100 portes pour s'enrichir en immobilier. On a réfléchi puis on pense autrement. Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Imo. Je m'appelle Alderic et je suis avec mon épouse Jenny. Bonjour tout le monde. Toi, qu'est-ce que tu penses de 100 portes? Vraiment qu'il faut 100 portes absolument pour être riche en immobilier. Au début, je pensais que c'était vraiment la chose à faire. Ouais. Avoir le maximum de portes, avoir le maximum de locataires, avoir le maximum de cash flow, etc. lié au fait qu'on a beaucoup d'immobilier, de portes et tout. Ouais. Et surtout, acheter des gros immeubles, c'est comme C'est la comme clé. la chose à faire là. Il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que en gérant pas mal de locataires, ça a changé notre mindset. Ouais, Qu'est-ce que vraiment. tu penses? Je suis complètement d'accord avec toi parce qu'on s'est vraiment remis en question. On s'est dit, est-ce qu'on continue dans ça? C'est pas possible. C'est pas possible. Je pense que c'est quand on a commencé à faire la gestion d'un 20 logements et qu'on commençait à avoir des appels par-ci, par-là, des fournis par-ci, des problèmes par-là. Ouais. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est comme si tu avais 20 enfants. C'est fou. Alors qu'on avait des triplex et des quadruplex et on nous appelle très rarement. En fait, on va dire que c'est une autre Gestion. Une autre gestion, c'est d'autres types de locataires. Et c'est comme quand tu vois, je sais pas si tu as déjà vu ça, quand il y a beaucoup de personnes qui passent dans une rue, puis que quelqu'un tombe, personne prend la responsabilité de s'occuper de cette personne-là. J'ai l'impression que c'est la même chose quand c'est un gros plex. S'il y a des choses dehors, s'il y a des choses à terre... Oui, personne prend la responsabilité. Exact. Mais en fait, il faut dire aussi que on a quand même mis des structures, malgré qu'on met des structures du style avoir un concierge sur place. Donc, dès qu'on passe... Allez, on peut faire sur des plus petits immeubles, mais souvent, 6 logements et plus, il y a toujours au moins un concierge. Ouais. Donc, une personne qui est responsable de nettoyer, de s'occuper des poubelles, d'être le premier répondant et tout. On a mis toute cette structure-là, tous ces différents process et tout, mais il y a toujours des choses. Parce que même dans les logements, il y a des gens, la qualité de personne, ça va être, par exemple, de pas faire attention à la propreté dans le logement. Donc, en gros, quand une personne comme ici, on appelle ça des coquerelles, donc des ravets, des cafards, etc. La personne peut ne rien dire. Oui. Et ça peut contaminer tout l'immeuble. Ça peut être des rongeurs et tout, surtout les gens qui sont en sous-sol et tout, s'ils prennent pas soin de l'appartement, c'est facile d'infester un immeuble et tout. Puis contrairement aux petits immeubles. Mais il y a moins de personnes, donc moins de poubelles, moins de gestion, moins de... Je trouve que c'est une meilleure qualité de vie, je trouve mais t'as plus d'espace. T'as plus d'espace. T'as un peu plus d'espace. Exact. Donc mais c'est ça. Pourtant, on voit souvent les tours à condo, il n'y a pas ce même problème. Fait que c'est pour ça que... Mais c'est différent. Les tours à condo, genre, sans te couper, mais les tours à condo, ce sont des propriétaires, en général. Mais des fois, il y a des locataires. Il y a des locataires, mais c'est rare. Tu peux avoir des condos locatifs, certes, mais la logique est totalement différente. Pourquoi? Parce que la personne s'est dit il est dans un condo, donc dans il doit un faire condo, attention. Et je trouve qu'il y a quand même il y a le truc de copropriété. Oui, le syndicat de copropriété. Le syndicat de copropriété, il y a beaucoup il y a une autre structure. Il y a le règlement de l'immeuble, le règlement de la copropriété. Souvent les loyers sont beaucoup plus élevés. Donc souvent c'est des gens qui ont peut-être même pas le temps de rester chez eux et voilà, ils travaillent beaucoup. Puis je pense que c'est ce qui fait que c'est différent. Mais tu vois, ce que tout le monde dit, quand il disait il faut absolument avoir plein d'immeubles, c'est qu'il disait c'est mieux d'avoir un seul toit à changer que 5 quadruplex, donc 5 toits, t'as plus de dépenses. Moi, je me dis, je préfère vraiment avoir 5 toits à changer? Oui, 5 toits à changer. Je m'assure que c'est une bonne compagnie, puis il peut me faire un prix pour les 5. Fait que sincèrement, après avoir fait la gestion là, pour moi, vraiment, je préfère vraiment notre nouvelle stratégie. La stratégie d'avoir des petits plex. OK. Mais il y a aussi la fameuse économie d'échelle. Souvent, l'argument, ça va être, ouais, mais dans un seul immeuble, tu as 20 appartements, donc souvent tu cash flow. Donc tu as beaucoup plus de cash flow dans un seul immeuble que si tu en avais plusieurs petits parce que tu dois tous les optimiser pour pouvoir générer du cash flow. T'as autant de dépenses, puis en plus, j'ai l'impression que je me suis Pourquoi tu dis que tu as autant de dépenses? S'il faut que tu changes les portes, si c'est 5 dans un seul building, tu dois still faire les 5 dans 5 buildings. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que quand tu viens puis que t'appelles un fournisseur, il va te dire que c'est beaucoup plus cher. Parce que quand t'achètes un gros quand t'as un gros immeuble, il dit que t'as de l'argent, donc tu vas payer plus cher. Ouais, mais je veux juste nettoyer le hall. Pourquoi finalement c'est mon mortgage à payer? Fait que j'ai l'impression que les gens se disent que t'as plus d'argent, donc
je peux te charger plus. Puis les prix sont exorbitants. Je pense pour changer une manivelle de fenêtre, je pense que tu aurais été dans un unifamilial et tu aurais dit, allez, $200. Là, ils t'ont dit, ils nous disent $6,000 pour changer une manivelle. Je me suis dit, ben, OK. C'est vraiment, c'est une autre game. Après, c'est 6 000, faut vraiment dire les choses, $6,000 sur, là, on pour parle. 20? Ouais. Ben, quand même. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Ça revient à combien? Ça revient à... En fait, en général, ce qui est marrant avec les gros plex ou les gros immeubles, c'est que quand il y a quelqu'un qui vient travailler, il passe la journée. Donc, je pense qu'ils calculent même plus ben, ça revient à 300. Ils calculent vraiment au temps passé. Ils se disent, ben, je déplace 2 techniciens, par exemple, pour toute la journée. Donc, on va leur charger X montant en conséquence. Donc, ça donne plus de stress. Fait que pour moi, je pense pas que tu as absolument besoin d'avoir 100 portes pour vraiment t'enrichir. Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des plus petits plex et qui s'en sortent. Qui s'en sortent bien. Ça dépend de la stratégie. Mais ils payent plus rapidement ils s'arrangent à payer plus rapidement leur hypothèque, donc ils ont moins d'intérêt à payer. Donc, ils cash flow plus facilement. Donc, ils forcent le cash flow et après, ils ont l'argent et après, ils peuvent revendre à beaucoup plus cher. Fait que je trouve que ça, personnellement... Puis ça me fait penser quand on était au fameux FinCon, qu'on avait rencontré Coach Carson. Puis il nous expliquait que lui, justement, il a fait un peu de tout. Ça fait plus d'une vingtaine ou une trentaine d'années qu'il fait de l'immobilier. Puis c'était vraiment, en l'espace de 15 minutes, il nous a donné vraiment beaucoup d'informations sur la façon d'investir et qu'est-ce que lui, il a appris au fil des années. Et justement, il disait que il a vraiment une logique d'acheter des petits immeubles. Sa stratégie, lui, c'est d'être dans des coins un peu plus où il y a des étudiants. Donc, il loue essentiellement à des étudiants dans des petits immeubles, donc quadruplex, triplex et tout. Il va pas, je pense pas qu'il va dans 6 et 8 et tout. Lui, pour lui, c'était vraiment 4 et moins. Ce qu'il disait, c'était que c'est beaucoup plus flexible d'avoir un petit immeuble pour la bonne et simple raison que si tu veux, par exemple, te débarrasser ou réduire peut-être ton portefeuille, ton niveau de dette ou quoi que ce soit, c'est plus facile de vendre en résidentiel. Il y a plus de gens qui peuvent être intéressés, alors qu'un immeuble de 20, 30, 40 unités, t'es pogné avec. C'est difficile. et nous, justement, on est tous les deux courtiers, t'es courtier hypothécaire, je suis courtier immobilier. On le voit quand il y a des transactions commerciales. Ben, ça peut prendre 2 mois. Ça peut prendre plus que ça, 2-3 mois. Il y a une transaction en ce moment qu'on regarde de près. On a 4-5 mois. Ben, c'est ça prend vraiment plus de temps parce qu'il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup d'allers-retours avec les banques, avec les prêteurs, les assurances, les prêteurs. Les assurances. Non, les SHL. Oui, c'est ça, les assureurs. Les assureurs, exact. Du coup, c'est beaucoup plus long. Donc, déjà que l'immobilier, c'est pas très liquide. Avec du commercial, c'est encore plus difficile. Oui. Puis c'est vraiment, je trouve que, contrairement aux résidences, au petit plex, c'est vraiment... c'est vraiment se professionnaliser. Donc, c'est vraiment avoir une logique de analyser vraiment les ratios de dette ou quoi que ce soit pour pas se mettre dans un trou ou quoi que ce soit. Donc, c'est totalement différent. Et de toute façon, souvent dans les gros plex, il y a toujours un taux d'inoccupation. Parce qu'ils disent... à Montréal, c'est quand même... C'est un peu plus difficile, mais comparé à... c'est impossible. Mais il y a toujours quelqu'un qui va vouloir... Je trouve que le taux d'inoccupation dans un petit plex, c'est moins élevé que... Ouais, c'est plus difficile de laisser du vacant et tout. Il y a toujours une demande. Surtout, nous, ce qu'on aime, c'est les petits plex un peu avec un jardin à l'arrière où on peut, à la limite... Que c'est beau. Exact. Et en fait, on peut vraiment créer un lieu de vie pour les locataires. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait plus... Tu sais, il y a des gens qui disent « je vais jamais investir ». Et c'est un peu difficile. D'ailleurs, c'est une question que j'ai pour toi et même pour l'audience. C'est acheter un unifamilial et le mettre en location. Il y a beaucoup de gens... aux États-Unis, ils le font vraiment beaucoup. Ils le font beaucoup. Et ici, c'est considéré comme un mauvais investissement d'acheter une seule unité parce que l'argument, c'est si la personne part, tu n'as plus de locataires. Et de toute façon, j'avoue que ça, je me suis toujours posé la question pour de vrai. Pourquoi la personne qui loue ton unifamilial s'achète pas une maison? Mais c'est vrai que maintenant, en tant que conseiller hypothécaire, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se qualifient juste pas parce que, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait faillite, ils ont fait quelque chose qui fait en sorte qu'ils ne peuvent pas acheter. C'est circonstance de la vie. Ils ne peuvent pas acheter. Et là, ils ont l'opportunité d'avoir un beau cadre et payer peut-être juste
le mortgage. Mais c'était pas quelque chose que je connaissais. Puis de toute façon, on se rend compte qu'aux États-Unis, ils vendent vraiment des maisons pas chères, en fait. Alors que ici, il y a tellement un gros marché que l'offre et la demande est totalement différente du Canada. Je sais pas trop au niveau de la France, mais la pression est moins élevée. Au Canada, c'est vraiment très, très difficile d'avoir une maison à prix abordable, à part si tu te retires vraiment des grands centres. Et même à là, des fois, personnellement, je trouve que ça vaut même pas le coup d'acheter. Alors qu'aux États-Unis, tu peux trouver encore des choses à 50, 70 000 dollars US, quoi que ce soit. Alors qu'ici, ça va être minimum pour une qualité genre 400, ben ouais, 300 et tout. C'est quand même... Ouais, c'est quand même relativement cher. Pour ce que même pour flipper une maison, c'est compliqué. Mais à moins que tu fais une maison de chambre, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. On a essayé une fois Airbnb, mais avec tout ce qui est réglementaire et tout, je trouve que c'était pas Qu'est-ce que tu penses? Mais justement, c'est une bonne question. C'est les maisons de chambre ou les colocations ou quoi que ce soit. C'est toujours avoir plusieurs locataires dans un même espace. Toi, tu préfères avoir comme quelque chose de stable, donc une famille dans un 5,5, donc 3 chambres et tout. Ou juste une seule unité, une chambre. Parce que pour avoir vécu en colocation lorsque j'étais étudiante, tu gères... J'ai l'impression que c'était différent. J'ai l'impression que les locataires d'avant étaient différents des locataires de maintenant. Non, mais j'ai vraiment de la difficulté. C'est vraiment difficile. C'est vraiment... Pour moi, je préfère faire la gestion des chiffres et tout ça. Mais moi, je me rappelle quand j'étais en colocation, si j'avais un problème avec mon colocataire, j'allais voir mon colocataire. On s'arrangeait ensemble. On se parlait. On doit vivre ensemble, on doit s'arranger. J'ai l'impression que là, tu as géré des gens qui veulent pas vivre ensemble, puis là, maintenant, tu vas faire de la gestion humaine. C'est moins quelque chose qui m'intéresse. Tu sais, on a déjà eu des gens qui nous appellent parce qu'il y a de l'odeur, il y a une odeur, mais parlez-vous! vous êtes voisins, vous êtes dans la même maison, vous êtes... Fait que moi, je veux vraiment pas faire de gestion humaine. Je pense qu'on est tous adultes, on est capable de gérer nos affaires. Mais quand tu mets plein de personnes qui ne se connaissent pas dans la même maison, tu dois avoir des règles dans la maison. Il y a certaines personnes qui sont capables de gérer ça, on en connaît, mais moi, c'est pas ça, on a quand même des amis, des proches, quoi que ce soit, qui font des maisons, qui ont des maisons de chambre, donc qui louent à la chambre, qui font le plus de chambres possible dans la maison pour rentabiliser. D'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus courant à Montréal. Pour la bonne et simple raison que c'est vraiment trop cher. Les maisons sont relatives. Ben, en fait, rien n'est cher en investissement, mais c'est juste que pour cash flow... C'est moins abordable. Ben non, mais moi, c'est même pas abordable. Faut vraiment se dire ça, là, parce qu'il n'y a rien de cher. C'est juste... surtout en investissement, c'est juste le retour sur investissement. C'est difficile d'avoir un retour sur investissement ou avoir, d'une manière cash flow, quoi que ce soit à Montréal. C'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, il y a rien de cher. Puis, en gros, c'est juste le fait d'avoir un retour sur investissement qui est le plus important quand on investit, d'ailleurs. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, mais aussi, on parle de richesse. Il faut 100 portes pour avoir... Je pense pas que c'est une question de porte, la richesse. C'est une question de combien tu as besoin quand tu vas vieillir ou combien tu as besoin. Est-ce que c'est 5 millions? Est-ce que c'est 20 millions, 30 millions? Parce que tu peux avoir 5 millions en achetant un seul condo au centre-ville, downtown, puis que c'est un penthouse, c'est 5 millions. Après, tu vas le revendre, puis tu vas avoir ton 5 millions ou quelque chose. Fait là, j'exagère, là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une question de valorisation. Tu as besoin de combien? C'est quoi le cash flow que tu as besoin pour vivre? Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on peut arriver à un point où on est capable de savoir combien on a besoin pour vivre correctement, combien de portes on va avoir besoin, en fait, combien de valeurs, puis qu'est-ce qu'on veut acheter pour cette valeur-là pour avoir ce cash flow-là. Ouais, mais en fait, tu as parlé des gros chiffres directement, donc... si tu achètes quelque chose à 5 millions, 10 millions, 30 millions, quoi que ce soit, et tu peux l'avoir dans un seul immeuble ou quoi que ce soit, ou dans une seule unité, c'est une chose, mais c'est vraiment, je pense que ça passe par budgéter. Donc, savoir... Moi, là, je suis sur la partie cash flow, en fait. Savoir de combien on a besoin chaque mois ou par année pour pouvoir vivre correctement, voyager, sortir, manger, etc. Puis, à partir de là... on peut se rendre compte que si on a besoin de 10 000 dollars par mois, donc on va dire 120 000 dollars par année, ben on peut estimer, si on achète un quadruplex qui fait environ, je sais pas moi,
4 000 non, 50 000 par année. Donc... par année. Il t'en faut, allez, gros max 3, tu as 150 000, tu vois. Donc, tu finis de payer l'hypothèque. Tu finis et c'est de l'argent qui rentre. Exact, c'est du cash flow. Le solde que tu as, c'est sur les taxes municipales, taxes scolaires, tu as les assurances et tout. Mais comme je l'ai dit, 50 000 par petit plex, par quadruplex par exemple, si on a fini de payer, on met une partie des coûts d'assurance et autres, et CAPEX, donc les toits et tout. Ça, on change ça tous les 25 ans. Mais ça va être d'aller sur cette logique-là, en fait. Donc, en fait, on n'a pas besoin, à part si tu veux vraiment créer un patrimoine de fou et tout, mais tu te mets du stress. Et même si tu le mets en gestion, la compagnie de gestion ne peut pas tout gérer. On a une compagnie de gestion, on fera une vidéo là-dessus. Puis, honnêtement, t'as la merci des lois, là. T'as la merci des lois, puis de toute façon, la compagnie de gestion que tu as embauchée, elle devra te contacter. Donc, tu n'auras pas la paix d'esprit ou quoi que ce soit. Donc, honnêtement, moi, je pense qu'avec 3, 4, allez, idéalement 5 immeubles, 5 petits immeubles. Donc, ça se fait bien. Mais tu sais, c'est vraiment fou parce que moi, j'ai eu cette réalisation. Tu le dis comme ça, puis je veux vraiment que les gens réalisent que c'est faisable. Tu sais, si t'as un quadruplex, OK, que chaque loyer, c'est 1 000 $. Ouais, donc t'as fait fois 4 000 $ par mois, fois 12, c'est 48 000. T'as plus d'hypothèque. Donc, t'as tout payé l'hypothèque. Exact, mais t'en fais 3 ou 4. T'en as 3 ou 4, c'est vraiment de l'argent qui va directement dans ta poche. L'affaire, c'est que souvent... Tu payes de l'impôt. Tu payes de l'impôt, mais c'est rajouté à ton revenu imposable, fait que ça ne sera pas à 100%. C'est comme si c'était ton emploi ou quelque chose. Ouais. Mais je me dis, c'est juste que si tu l'achètes maintenant et tu attends 25 ans pour le payer, c'est dans 25 ans que tu vas avoir ce cash flow-là. Mais si tu arrives à réduire ça à, je sais pas moi, 10 ans, dans 10 ans, ben, c'est de l'argent qui rentre sans que tu aies à faire quoi que ce soit, à part faire la maintenance de l'immeuble, puis t'occuper de ça. Fait que quand on s'est rendu compte de ça, on s'est dit, mais on n'a pas besoin de faire comme tout le monde, puis de dire, il nous faut absolument 100 pas parce que j'ai pas envie d'avoir 100 personnes qui nous appellent. Là. Ben, 100 personnes ou le mettre en gestion, où tu as des frais de gestion, puis après, on n'a pas parlé de ça, mais cette histoire de Jenny, c'est très bien, cette histoire ça me dérange pas de payer des taxes. Mais je trouve que sur les gros immeubles, des fois, c'est quand tout est largement plus gros, évidemment. Donc, quand tu as une taxe de bienvenue qui te revient à 25 000, 30, 40 000 $ quand tu fais l'acquisition, puis derrière, tu as des taxes municipales à 12, 15, 20 000 $, des taxes scolaires peut-être à 1 500 $ par année. Ça revient à... En fait, c'est des montants qui sont de moins en moins faciles à recouvrer rapidement. Donc oui, certes, les revenus sont plus élevés dans les gros immeubles, tu peux avoir du cash flow, En fait, mais c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que c'est vraiment cet aspect de se professionnaliser. Donc, il faut savoir que son portefeuille immobilier permettra de payer toutes ces choses-là. C'est comme il y a beaucoup de gens qui parlent aussi du commercial, qui se disent mais pourquoi pas faire du commercial, donc pas les multilogements. Alors oui, alors Jenny, c'est pour autre chose qu'elle n'aime pas, mais faut pas oublier qu'il y a les taxes d'affaires. Certes, ça peut être payé par les locataires, mais imaginons que ton locataire n'est pas là et que c'est toi qui dois payer. Nous, on gère du commercial aussi, on connaît des gens qui ont du commercial, puis tu as des taxes d'affaires de 25 000, 30 000, 40 000 $. C'est énorme. Et ça, c'est sans stress. Oui. Mais le pire, c'est que je trouve que au moins, un logement, c'est quelque chose qui est un besoin primaire. Tu as besoin de te loger, tu as besoin d'avoir un toit. Quand tu as du commercial et que au Québec, au Canada, et que c'est 100%... Ça dépend de où aussi. 100% basé sur la rentabilité du commerce qui est là. Si ce commerçant ne fait pas d'argent, ça va être difficile pour lui de payer son loyer. Et à n'importe quel moment, il peut te dire, oui, il s'en va. Oui, on peut avoir des recours, mais qui a envie de rentrer dans tout ce côté juridique pour essayer d'aller recouvrir son loyer? Déjà, le résidentiel, c'est quelque chose. Le commercial, des fois, tu en as 2, 3, 4. Puis si un ne te paye pas, là, ça commence à être difficile. Exact. En fait, il faut dire aussi les choses. C'est que quand tu fais du commercial, ça dépend de la zone. Il y a des bonnes zones. Quand tu es au centre-ville, tu peux avoir quand même de bons locataires commerciaux. Si tu travailles avec des banques Walmart, ou avec des grosses institutions, c'est bien. Mais souvent, on fait souvent l'acquisition de classe C, donc de petits commerces. Enfin, c'est des petits immeubles avec des commerces, des petits détaillants, des coiffeurs, des coiffeuses et tout. Puis c'est très difficile en fait, ils sont quand même très... Dépendants de la clientèle. Dépendants de la clientèle, mais ils sont très fragiles. Il suffit,
pendant la Covid, j'imagine même pas le nombre de petits commerces qui ont dû fermer. Si t'es un petit restaurant, tu loues un petit restaurant, ben, pendant la Covid, il était fermé, il te dit juste, je peux pas te payer. Puis, toi, t'as ton hypothèque de X montant parce que t'as acheté ton immeuble, quand tu l'as acheté, il a été valorisé à, je sais pas, 4 millions. Donc, t'as une hypothèque de, je ne sais, 20 000 dollars par mois. C'est super compliqué t'as besoin de ce petit commerce qui paye. Donc, c'est quand même relativement complexe. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est avoir la paix d'esprit. C'est ce qu'on veut, non, André? Yes. On veut pas avoir à stresser. Je pense que notre but, c'est pas de courir derrière l'argent pour s'enrichir, pour faire... Tu sais, c'est bien, là, on préfère vraiment la qualité, comme on dit. Pas que les autres, c'est pas de la qualité, mais vraiment une qualité de paix d'esprit. Je veux un locataire que... comme il y a un respect mutuel, il y a cette gentillesse, tu sais, je veux vraiment un bien immobilier qui va prendre de la valeur au fil du temps, que je vais donner de l'amour à ce bien-là, que je passe à côté, que je vais dedans, puis je sais que je prends soin de cette bâtisse-là. Et c'est un peu plus difficile quand c'est un très gros immeuble. Donc, même si on a l'argent pour, c'est pas quelque chose que j'aimerais qu'on est intéressé. Exact. Puis, il faut dire une petite dernière chose que j'aimerais dire, c'est que il faut commencer quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, justement, parce que... Il faut 100 immeubles. Il faut 100 immeubles. Enfin, pas 100 immeubles, mais 100 portes. Mais il y a beaucoup de gourous qui disent justement d'acheter beaucoup de portes. Honnêtement, des fois, c'est pas accessible dès le départ. Sinon, il faut faire un partenariat. Il faut se faire accompagner certaines fois pour pouvoir acheter ce genre d'immeuble. Donc, un peu plus gros, donc 20 appartements et autres. Alors que commencer des fois par ça peut être un condo. Si tu achètes 4 condos et tu les as achetés au plateau, donc proche centre-ville, Ville-Marie, plateau Mont-Royal, etc., tu peux le louer avec un bon montant, puis t'as la paix d'esprit. T'as la paix d'esprit parce que t'as des locataires. Exact. T'as un locataire qui est responsable, etc. Tu peux te faire quand même une bonne petite retraite ou au bout de, je sais pas, d'une quinzaine d'années, être vraiment tranquille, ne pas avoir de stress financier lié à ton travail ou quoi que ce soit parce que t'as fini de payer ton hypothèque ou quoi que ce soit. Puis, c'est ça. Donc, en fait, le but, c'est comme on le dit, c'est de toujours commencer. Puis, même si c'est petit, vous pouvez aller beaucoup plus gros. Si vous voulez vous professionnaliser dans l'immobilier ou quoi que ce soit. Mais idéalement, c'est de commencer et c'est possible de créer un tout petit portefeuille et être vraiment indépendant financièrement juste en ayant, je sais pas, un quadruplex ou 2 quadruplex ou 3 quadruplex. Commencez là où vous pouvez parce que si on commence trop gros alors qu'on peut pas, on va avoir un trouble financier, on va avoir un stress financier puis c'est jamais le fun. Puis on en a vu, là, on en voit des gens qui se disent « Ah ben on va acheter je sais pas moi, un X montant d'appartement, puis... On met en collatéral notre maison principale. Exact. Et finalement, on n'est pas capable de payer. Ça devient un stress parce que là, tu es obligé de chercher des moyens de recouvrer certaines dépenses, etc. C'est hyper compliqué. Alors que commencer à un niveau normal, beginner, donc c'est idéal. Ouais, c'est de commencer, c'est ça qui est important. Donc, guys, abonnez-vous. On veut vraiment avoir les 1000 abonnés. J'ai l'impression que ça fait comme pouf! Après, ça a stagné. Mais il faut dire qu'on n'a pas été régulier ces derniers temps. Donc, on va passer... On se reprend, c'est ça. Mais je pense qu'à cause qu'on a manqué 2-3 semaines, on devrait faire un bonus dans la semaine où on en fait un petit peu plus. Donc, on est en train de se remettre là-dessus, puis on va faire vraiment plus de vidéos. Partager la vidéo, ça nous encourage énormément. En plus, il y a des gens qui viennent nous voir, ils ont dit « Hey, je vous ai déjà vu! » et tout. Fait que ça nous encourage énormément, puis on veut continuer là-dessus. Je pense que ça prend, ces temps-ci, ça prend vraiment beaucoup de notre temps. Vous savez que je suis courtier hypothécaire, il y a les courtiers immobiliers. Donc, il y a quelques transactions. C'était une saison un peu haute. Là, je pense qu'avec les fêtes et tout, ça va se calmer. Donc, on va être peut-être plus à faire des vidéos, à raconter nos histoires et donner beaucoup plus d'informations sur où on en est, qu'est-ce qu'on veut faire en immobilier, puis c'est ça. Donc, dites-nous, est-ce que vous, c'est plus les gros plex qui vous intéressent? Est-ce que vous croyez qu'il faut absolument 100 portes? Nous, on vous a dit qu'est-ce qu'on pense. Mais on est vraiment curieux de savoir, pour vous, est-ce qu'il faut absolument 100 portes? Et on a hâte de vous lire. Donc, écrivez ça là-dessus et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!